Bien, mesdames et messieurs, d'abord je voudrais vous dire évidemment que c'est toujours une joie un peu particulière pour moi de revenir sur des questions qui relèvent du secteur éducatif, ce qui permet de retrouver un grand nombre de visages amis et connus. Yves Durand, à la seconde, me rappelle des bons souvenirs, lorsque j'étais dans le gouvernement et que lui était des frelons anti-gouvernement, mais qui connaissait merveilleusement le sujet, avec qui nous sommes toujours respectés et entendus. Je retrouve André Hussenet, monsieur l'inspecteur général Aubin, bref, tant de personnes que je connais depuis très longtemps, et évidemment tous ceux qui sont dans cette salle, qui se sont exprimés à la seconde, Souad Ayada et Franck Ferrand, qui sont des amis. Bref, nous sommes ici entre passionnés, et pas forcément d'ailleurs entre personnes qui épousent les mêmes causes, les mêmes idées à l'origine, mais qui voient l'importance du sujet qui est évoqué aujourd'hui. Alors, ce rappel étant fait, ce n'est pas l'ancien professeur ni l'ancien ministre qui vous accueille ici, c'est le chancelier de l'Institut. Et c'est aussi à ce titre, comme chancelier de l'Institut de France, j'ai salué Charles Billon aussi, que je n'avais pas aperçu. C'est vrai qu'on se reconnaît moins avec ces masques en plus. J'ai un peu plus de mal à saluer tous ceux que je connais bien. C'est à ce titre, donc, de chancelier de l'Institut que je suis président du conseil d'administration de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, puisque vous savez que le chancelier de l'Institut est de droit le président de tous les conseils d'administration, de toutes les fondations abritées à l'Institut, ce qui d'ailleurs explique un peu l'agenda un peu de dentiste qui m'arrive d'avoir dans la journée, puisqu'il faut passer d'une fondation à l'autre. Alors nous avons été heureux d'accueillir cette nouvelle fondation qui consacre ses travaux aux sujets éducatifs, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que la thématique fondatrice de l'Institut, celle de ses fondateurs en 1795, c'est de faire de ce lieu un lieu pluriel, un lieu d'échange, un lieu de réflexion, où se croisent des opinions et des visions, mais qui ont tous au moins pour idéal, voire pour objet, de cimenter la République. 1795, la fondation de l'Institut. Et donc nous avons accueilli votre fondation aussi parce qu'elle soutient des initiatives qui vont dans le sens de la réflexion sur la place de l'école dans la République, mais aussi parce qu'elle s'interroge sur la manière dont l'école, au fond, peut être le ciment de cette République. Lorsqu'on regarde le bilan des fondations de l'Institut, il existe un bilan des fondations qui est publié régulièrement, qui rend compte toutes les aides, les prix qui sont attribués par nos fondations ici. Eh bien, ce que l'on constate, c'est que le sujet éducatif ou les actions éducatives sont pratiquement, représentent un gros tiers de nos aides et de nos soutiens. Par exemple, je citerai la Fondation Charles Desforêts, qui en 2019 a créé un grand prix sociétal de 150 000 € et qui l'a donné précisément à une association qui travaille pour l'intégration par l'école des enfants réfugiés. Une autre fondation, la Fondation Blanc-Ménil, a subventionné des élèves de primaire du Rwanda ou la formation d'institutrices, une école pour jeunes filles défavorisées au Niger, la construction d'une école en Haute-Égypte, une autre au Vietnam, des aides pour les écoles au Liban, aux Philippines, et pour la France elle-même, une multitude d'aides à des associations, qu'il s'agisse d'adolescents décrocheurs en Charente, d'élèves handicapés dans une école du Nord ou dans un collège de Seine-Maritime, etc. Pour montrer que ce sujet n'est pas seulement national, la question de l'éducation, de la formation et de la manière par laquelle l'école et la formation peuvent construire des citoyens qui gardent leur autonomie, leur libre arbitre et qui sont préparés à ne pas vivre dans les préjugés, les idées reçues, les idéologies ou les influences venues seulement des croyances, des crédulités. Cet axe-là est un axe absolument central. Alors j'en viens à votre colloque
je salue évidemment Madame Coffinier, Monsieur de Lestrange, qui ont organisé tout cela avec Adélaïde Daré, qui s'occupe de votre fondation, plus particulièrement au sein de l'Institut. Votre colloque, il est d'une autre nature, si on veut, parce qu'il veut s'accentuer, il veut se tourner plutôt sur un sujet qu'il considère comme un sujet d'actualité. C'est vrai d'ailleurs, puisque le président de la République a replacé la notion de séparatisme au cœur du débat public, à la place de l'expression communautarisme qui aurait pu être contestée. En même temps, il faut se méfier des mots. Le mot séparatisme permet de ne pas dire peut-être un autre mot, en isme aussi. Peut-être que cela cache une autre intention, mais prenons-le tel qu'il est. Une loi contre le séparatisme est prévue par le gouvernement. Cette loi sera examinée avant son examen par le Parlement au Conseil des ministres du 9 décembre. Sans doute que cette date ne doit rien au hasard, puisque c'est l'anniversaire de la promulgation de la loi de 1905, comme chacun sait ici. Je ne l'apprendrai pas aux nombreux historiens qui sont dans cette salle, loi qui concernait, comme vous vous souvenez, la séparation de l'Église et de l'État. Et peut-être y a-t-il quelque chose de paradoxal, d'ailleurs, à annoncer une loi contre le séparatisme le jour où on va célébrer la séparation. Et après tout, si la loi de la République sépare l'État et les cultes, il n'est pas étonnant que les cultes aient la tentation de la prendre au mot et de se considérer en effet comme séparés. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, ce n'est pas tant que les religions soient séparées de l'État, évidemment, au sens où l'entend la loi de 1905, mais au contraire, que certains courants veuillent se séparer de la République et de la nation. Quoi qu'il en soit, pour éviter ces inconvénients de cette proximité sémantique entre séparation et séparatisme, il faut surtout que nous pensions ensemble une nouvelle loi sur la laïcité. Alors, je ne commenterai pas évidemment un projet législatif qui n'est pas encore présenté, et je ne suis plus un homme politique, j'ai d'autres missions, mais je voudrais dire à quel point cette question est une question qui intéresse tous les citoyens. Parler de laïcité au lieu de séparatisme, ce n'est pas élargir le sujet, comme je l'ai vu dit ces jours-ci, mais c'est au contraire le limiter, puisqu'il ne ferait plus référence à une seule forme de séparatisme, celle qui se fonde sur la religion et qui s'appuie sur elle, mais qu'il concernerait toutes les tentations séparatistes. Et d'une certaine manière, Franck Ferrand le disait au moment où j'arrivais, l'histoire de France est marquée par la lutte contre ces séparatismes. Ici même, nous sommes dans les vieux murs du collège des 4 nations. Et ce qu'on appelle la coupole, c'était en fait la chapelle, une belle chapelle, de ce collège. Ce collège des 4 nations, il a été fondé par Mazarin. Pourquoi ? Pour faciliter l'intégration des territoires les plus récemment devenus français, les 4 territoires, les 4 nations, l'Alsace, la Flandre, le Roussillon et le Pignerol dans le Piémont. Déjà, il s'agissait, autrement dit, d'initier la nation française par l'enseignement, le collège des 4 nations. Et ainsi, toute l'histoire de l'État, et même sous l'Ancien Régime, nous le voyons lorsque nous citons Mazarin, est marquée par cette volonté de rapprocher les territoires qui forment la France dans une unité, certes, mais que cette unité ne peut être obtenue que par l'école. Mirabeau disait que la France, sans l'école, serait un agrégat inconstitué de peuples désunis. L'égalité juridique de tous les citoyens français, les libertés politiques, l'essor de l'instruction publique devrait avoir pour vocation de faire progresser l'unité nationale. Et aussi le fait d'avoir reconnu que l'identité nationale ne se confondait pas avec une seule identité religieuse était un principe sage qui, je crois, pour nous tous, garde toute sa valeur. Le même Mirabeau que je viens de citer l'avait clairement exprimé dans un discours au cours d'un débat assez connu de l'Assemblée constituante, où il avait refusé que la religion chrétienne soit proclamée religion nationale. Et il développa cette idée essentielle selon laquelle l'État n'a pas à légiférer
sur la pensée, sur la conscience des hommes, que la religion relève de l'universel, et qu'en proclamer l'une d'elles religion nationale n'aurait pas plus de sens que de déclarer que le soleil est l'astre de la nation. Je cite. C'est ainsi que les droits civiques furent accordés également aux protestants, aux juifs, bref, à tous ceux qui relevaient de confessions les plus diverses. Un siècle après la Révolution, on se souvient que la question religieuse s'est imposée à nouveau dans le débat. Cette fois, il s'agissait de dénoncer le catholicisme, ou plutôt une partie du catholicisme que certains considéraient comme inconciliable avec la République. C'était les écoles religieuses qui étaient montrées du doigt. Mais là encore, nous oublions peut-être que, avant les propos peut-être excessifs, par exemple d'Émile Combes, il y a eu une volonté des républicains les plus affirmés, et sans aucun doute de ceux qui étaient le plus loin du monde religieux, et en particulier de la religion catholique. Je pense au président du concert, Pierre Valdec-Rousseau, qui avait prononcé un discours sur les deux jeunesses et qui disait ceci. Il s'agit de faire face au péril qui naît du développement continu dans une société démocratique d'un organisme qui tend à introduire dans l'État, sous le voile spécieux d'un institut religieux, un corps politique dont le but est de parvenir à une indépendance absolue, et même peu à peu, à préparer deux sociétés différentes, l'une de plus en plus démocratique, de plus en plus républicaine, et l'autre de plus en plus imbue de doctrine qu'on pourrait croire ne pas avoir survécu au grand mouvement des Lumières. Eh bien, bon, Valdec-Rousseau visait là l'enseignement des congrégations catholiques, c'est lui qui fit voter la loi de 1901, comme vous le savez, qui fut d'ailleurs un progrès incontestable, y compris pour des congrégations. Mais j'observe quand même que cette phrase, cette citation, est d'une parfaite actualité. Déplacée sur d'autres sujets, sur d'autres crédulités, sur d'autres structures de confession religieuse. Et nous avons le sentiment parfois, en effet, que dans certains de ces lieux où sont activées ces crédulités, il y a cette idée qu'au fond, les lois de la République sont secondaires par rapport à ses convictions ou à ses doctrines. Alors Émile Combes, on le sait, il a fait dériver un peu cet idéal de Valdec-Rousseau que je voulais saluer ici. Je trouve que c'était une parole d'homme d'État, celle que nous venons de relire, en dérivant vers un anticléricalisme d'État. Il a failli mettre la France au bord de la guerre civile, comme vous le savez. Et le résultat fut de conduire beaucoup de catholiques, à cette époque, à s'éloigner encore plus de la République. Les choses ont-elles changé? Il y a ceux qui instrumentalisent la religion dans leur combat contre la laïcité, mais il y a aussi ceux qui instrumentalisent la laïcité dans le combat contre la religion. La sagesse, me semble-t-il, est d'être du côté de Valdec-Rousseau. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Je ne veux pas rentrer dans les discussions qui ont été celles de les vôtres aujourd'hui, qui vont continuer à l'être. Je voudrais rappeler que le sujet que nous évoquons aujourd'hui, c'est un sujet qui est récurrent, qui est profond, qui marque beaucoup notre histoire, et que nous devons le traiter avec le même recul, avec la même sagesse que celle qu'ont manifesté tour à tour des esprits éclairés de l'Ancien Régime, des Lumières, Condorcet, de Valdec-Rousseau ou d'autres. Je voudrais vous dire que l'Institut français, qui est éloigné des outrances que l'on entend aujourd'hui dans le débat public ou dans certains médias, au demeurant, l'Institut, par définition, est attaché à la question que vous posez aujourd'hui. Parce qu'il ne saurait y avoir d'État ni de République si des dissensions sont telles qu'elles en viennent à juger le droit d'obéir aux lois de la République en fonction de convictions personnelles. Et par
définition, l'Institut qui se veut le carrefour des savoirs et de la raison, qui abrite en son sein à peu près toutes les disciplines du savoir, de la culture et des arts, ne saurait accepter qu'aucune de ces disciplines ne veuille en imposer à toutes les autres. Le débat que vous avez aujourd'hui est plus particulier. Je le répète, je n'ai pas voulu entrer dans le vif de votre propre sujet. J'ai voulu simplement vous dire que c'est dans un endroit adapté que vous vous réunissez aujourd'hui pour réfléchir à ces questions essentielles qui relèvent évidemment de la liberté d'apprendre et de savoir, mais qui relèvent aussi de l'unité nationale. Je vous remercie de votre attention.